Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première table ronde de l'OKR Forum France 2025. Je suis Raphaël Catan, je suis directeur général et associé de Talenco, et puis spécialiste du déploiement des OKR dans les secteurs du retail, du luxe, de la grande conso et des médias, en France comme à l'international. Et c'est vrai que chaque année, j'ai pris l'habitude de faire cette première table ronde d'introduction, d'animer cette session qui est pensée encore plus spécialement pour les dirigeants et les dirigeantes qui nous écoutent et qui s'interrogent sur la pertinence de mettre en œuvre les OKR dans leur organisation, où vous êtes peut-être très sérieusement en train de vous demander ce que vous faites. De vous demander si vous avez envie de mettre en œuvre les OKR. Donc, euh, pendant les 40 prochaines minutes, l'idée, notre mission sera de décrypter ensemble les fameux super pouvoirs des OKR qu'on aime bien parler, qu'on attribue aux OKR, se poser la question de quels sont les bénéfices qu'on peut réellement en attendre à l'échelle d'une organisation, et surtout quelles sont les pratiques clés pour réussir à mettre en œuvre efficacement les OKR au sein de votre entreprise. Et pour explorer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi deux dirigeants qui ont concrètement mis en œuvre les OKR dans leur entreprise. Le premier, c'est Pierre Héraclides, CEO d'Ilienco. Alors, Ilienco, je ne sais pas si Pierre peut monter sur scène. Voilà, bonjour Pierre, et j'imagine qu'on va te voir. Voilà, on te voit. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Merci Raphaël de nous donner l'occasion de témoigner. Donc Ilienco, c'est les cartes cadeaux, la marque commerciale Illicadeau. On est le leader en France des cartes cadeaux multi-enseignes. On est 250 collaborateurs, donc une grosse PME. On était 120 il y a 4 ans, donc on rencontre les joies et les peines d'une entreprise en croissance. Et je dirai après pourquoi les OKR. Parfait, génial. Merci pour cette présentation et pour que tout le monde comprenne qui est Ilienco. Et puis, j'ai aussi Simon David Boyer qui est chef de cabinet, directeur de cabinet auprès de Claire Kolarewski, la CEO de Média Performance. Donc, pareil, Simon, je te laisse nous présenter Média Performance et qui tu es, évidemment. Écoutez, bonjour à tous. Raphaël, encore merci pour l'invitation. Donc, je suis Simon David Boyer, je suis le chef de cabinet de la directrice générale de Média Performance, Claire Koraleski. Et donc, Média Performance, c'est une ETI française qui est spécialisée dans le retail média et on accompagne les enseignes et les marques à activer des campagnes publicitaires omnicanales en point de vente et en digital, bien sûr, maintenant. Et on est partenaire des grandes enseignes GSA, Carrefour, Auchan et les autres pour ne pas les citer. Et on travaille aussi avec plus d'une centaine d'annonceurs PGC et non alimentaires comme Danone, Nestlé et autres. Voilà. Donc c'est marrant, deux entreprises dans le secteur connexe du retail, on va dire au sens large du thème, c'est un hasard. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de témoigner sur ce que vous avez mis en place, pourquoi, comment, ce qui marche et ce qui marche pas, bien évidemment aussi, ou ce qui marche un peu moins bien. C'est important aussi de pouvoir expliquer ça. Petite précision pour la transparence, on se connaît bien chacun d'entre nous parce que je vous ai accompagné à la mise en œuvre des OKR dans vos entreprises ces dernières années. Voilà, moi je vais vous poser un certain nombre de questions, mais cette table ronde, c'est surtout la vôtre, vous qui écoutez, qui participez à l'OKR Forum France, que vous soyez en France, au Canada, en Belgique, je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai vu des gens au Canada, donc c'est chouette, ou ailleurs dans le monde. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, on les prendra, on ne va pas attendre forcément la fin de la session pour poser vos questions, donc lâchez-vous tout au long, posez toutes les questions que vous voulez, et puis je me ferai le porte-parole pour Pierre et pour Simon de ces questions. Voilà, maintenant que cette intro est faite, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par Pierre, mais sinon je te laisserai prendre le relais. On n'a pas attendu les OKR pour savoir fixer un cap stratégique et savoir le communiquer aux collaborateurs. Alors pourquoi, à un moment ou à un autre, alors que vous faisiez différemment depuis des années, vous avez choisi, Pierre, pour toi c'était fin 2023 pour l'année 2024, pourquoi avoir choisi à un moment cette méthode OKR? Bonne question. Alors, effectivement, on a chez Ilienco, on a travaillé en 2022 à un projet entreprise 2030 avec tous les collaborateurs et en 3 dimensions, une entreprise performante, humaine et responsable. Et on a défini des intentions stratégiques, 10 intentions stratégiques. Alors, c'est beau, c'est bien, c'est un peu la vision rêve, mais ce n'est pas très concret pour les collaborateurs au quotidien. Donc, on a défini ensuite des objectifs stratégiques 2027, beaucoup plus concrets, beaucoup plus accessibles, mais qui non plus ne guidaient pas l'action de l'année en cours. Donc, les OKR pour nous, ça a été une façon
de faire en sorte que dans le quotidien des collaborateurs, on focus bien sur des priorités qui nous amènent vers les objectifs stratégiques de 2027, qui eux-mêmes nous amènent vers la vision 2030. Donc, vraiment, tu avais un enjeu de vision long terme, vision court terme, et à un moment, les deux n'arrivaient pas à se marier, et c'est ça que, premier Oui, bénéfice des OKR, ou c'est ça au départ que tu as c'est ça voulu qu'on aller cherchait chercher? à faire, c'est-à-dire aligner le COMEX, et ça, sur la vision et les objectifs stratégiques 2027, c'était fait, mais aussi aligner les managers intermédiaires et pour aligner les collaborateurs sur des priorités, puis réduire le nombre de priorités. Les OKR nous ont permis ça au niveau du COMEX. On est arrivé pour 2025, par exemple, à 7 priorités. On cherchait aussi à renforcer la culture du résultat, parce que finalement, dans les actions qu'on mettait en place, parfois, on se demandait un petit peu quel résultat et quelle valeur ça crée vraiment, et si ça nous amenait vers le projet entreprise. Et on avait aussi la volonté, ce qui m'a beaucoup plu, moi, au départ dans les OKR, quand Raphaël, tu nous les as présentés, c'est le rythme, c'est-à-dire le rythme trimestriel qui permet vraiment d'accélérer. On délivre plus vite et de façon plus orientée sur des résultats, les actions qui vont dans le sens du projet d'entreprise. Voilà comment je résumerai le choix des OKR. Merci beaucoup. Simon? Oui, alors nous, on avait un contexte un peu différent chez Média Performance par rapport à toi, Pierre. Nous, concrètement, le choix des OKR s'est fait dans un contexte interne où on avait en fait finalement une nouvelle gouvernance, notamment via la nomination d'une nouvelle directrice générale, sachant que nous, l'entreprise, historiquement, était donc présidée et dirigée par le président fondateur. Donc concrètement, cette nouvelle nomination, nous, est venue amener forcément une forte transformation avec notamment, on a eu tout ce qui est lancement des changements des outils vitaux en IT, grosse expertise data, tech en croissance qui est venue un peu bousculer finalement notre savoir-faire, nos solutions historiques et également, in fine, un peu notre business model et également porté par la nouvelle directrice générale, un peu des ambitions aussi forcément internationales, sachant qu'on était une entreprise au départ vraiment sur le marché français. Donc finalement, en fait, avec toute cette transformation et ce rythme, tu en as parlé, Pierre, de ce rythme à essayer justement, au-delà d'avoir des choses plus moyen terme, long terme, c'est aussi d'avoir des choses assez palpables assez rapidement finalement. Donc c'est vraiment ce besoin-là, en fait, via les OKR. Et pourquoi on a fait le choix des OKR? C'est pour venir en fait structurer et mesurer en fait finalement ce nouveau grand cap stratégique qui était ambitieux pour l'entreprise, voire légèrement inconfortable. C'est ce que tu aimes dire généralement, Raphaël, quand on a travaillé ça ensemble il y a maintenant plus d'un an. C'est voilà, d'essayer aussi de pousser les ambitions des fois un peu plus hautes pour essayer de créer une dynamique autour de ça. Donc voilà, c'est un peu dans ce schéma-là qu'on a fait le choix de cette démarche stratégique. Ok. Donc, besoin parfois de reclarifier priorité long terme et cadencer en court terme. On entend des besoins de priorisation, de recentrage sur quelques priorités. Ça, c'est des vrais temps où on peut où ça peut être légitime de mettre en place les OKR. Et toi, Simon, nouveau plan stratégique, nouvelle gouvernance. Ça peut être intéressant. Moi, je demanderais bien aux spectateurs pour vous rendre acteurs, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez d'autres cas de figure, d'autres configurations où vous avez mis en place les OKR? Partagez vraiment dans le chat et ce sera intéressant de prendre vos questions ou vos remarques. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on constate le plus souvent. On a un nouveau dirigeant qui arrive, il veut fédérer son équipe autour d'un plan. On vient nous chercher et effectivement, les OKR peuvent être une bonne réponse. Pour créer un collectif COMEX ou un collectif de dirigeants soudés aussi, les OKR peuvent être une première réponse. Après, ils se rendent compte que vraiment, au-delà de créer un collectif soudé, passer de la vision à l'exécution, c'est absolument important. Il y a aussi un autre cas de figure que j'ai vu, c'est parfois des dirigeants qui vont bientôt quitter l'entreprise et quelque part, pour servir de piste d'atterrissage, les OKR peuvent servir aussi de piste d'atterrissage pour le futur dirigeant. C'est-à-dire qu'il n'a pas la pression des 100 premiers jours où il doit délivrer son plan stratégique parce que quelque part, les OKR, le prédécesseur a mis en place des OKR qui fait que les équipes sont lancées, les équipes travaillent sur des choses cohérentes et le dirigeant arrive et progressivement peut infuser sa patte.
Il y a Valérie Leguet, je pense, pardon si j'éborgne le nom de famille, je vous prie de m'en excuser, qui nous dit dans le cadre d'un déploiement global d'une démarche produit-métier à une initiative au niveau global entreprise, effectivement, quand on va changer de mode, quand on va rentrer dans un mode produit, les OKR prennent aussi tout leur sens. Merci beaucoup Valérie pour ce commentaire. Oui, et d'ailleurs, c'était Euh, notre cas. ouais. Nous, on passait d'une organisation, on voulait aller vers une organisation centrée produit et client. Et les OKR nous ont aussi aidés dans cette démarche-là. Merci, merci Pierre. Mais justement, ça fait la transition assez naturelle avec la prochaine question. Vous savez qu'on aime bien parler de super pouvoir des OKR. On sait que les OKR doivent permettre d'aligner et recentrer sur les priorités d'action. Le recentrage, tu nous en as parlé, Pierre. D'ailleurs, tu nous diras si c'était douloureux ou ça se fait facilement. Ça met de la cohérence dans les plans d'action. Ça engage tout le monde, ça responsabilise. Ça permet une plus forte culture du résultat versus une culture du moyen. Ça, tu nous en as parlé aussi. Qu'est-ce qui, chez vous, et je vous laisse Simon ou Pierre parler en premier, qu'est-ce que, aujourd'hui, concrètement, par rapport à ces super pouvoirs, qu'est-ce que les OKR ont vraiment apporté et où est-ce que c'est resté de l'ordre de la promesse et on ne sent pas encore totalement le bénéfice? Raphaël, tu parlais justement de nouveaux COMEX et justement que ça pouvait être un peu un starter de méthode de travail ou en tout cas de collaboration, de mise en place de collaboration plus simple dans les COMEX. Nous, concrètement, c'est vraiment ça qu'on a eu comme effet, notamment, on va dire, plutôt sur l'enjeu donc, on avait de cette nouvelle gouvernance. Donc, il y avait aussi un nouveau COMEX qui s'était forcément rattaché à ça. Et donc, ce qui a été vraiment flagrant, c'est la capacité finalement à venir transversaliser les enjeux entre les directions. Concrètement, finalement, si on le traduit un peu plus, c'est venir finalement simplifier le fait que chaque direction puisse chacun identifier sur quel projet ils sont. Et donc concrètement, nous, ça nous a permis sur chaque projet, on va dire structurant, chaque projet stratégique, venir identifier quelle direction était vraiment moteur en fait de ces projets-là. Donc concrètement, ça a permis finalement de venir consolider un peu une dynamique de travail, donc ce qu'on disait avec le COMEX, une dynamique collégiale et également une forme aussi de responsabilisation parce que en fait les OKR, ce qui est bien fait, c'est que on vient identifier quelle personne ou quelle direction est acteur de ce qui résulte là. Et donc, finalement, à partir du moment où on vient transversaliser ces key résultats-là, et ben, on arrive en fait assez facilement à identifier qui sont moteurs. Et donc voilà, sur ça, ça nous a énormément nous aidé, surtout au début. Et in fine, en fait, cette transversalisation-là, ça vient faire converger les moyens, les énergies sur finalement qu'est-ce qui est réellement prioritaire. Et finalement, et c'est ça le plus important, mais c'est ça généralement qui est assez complexe, c'est de dire finalement qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Et le faire, le souligner en fait de manière formelle et de manière aussi collégiale. Parce que finalement, en fait, un projet qui est lui prioritaire va théoriquement se retrouver dans les OKR de l'entreprise. Et finalement, en fait, les projets qui ne sont pas prioritaires, eux, ne se retrouveront pas dans les OKR. Donc, c'est une manière, en fait, aussi assez simple, finalement, de se rendre compte sur quel besoin on doit mettre sur quel projet on doit mettre les besoins ou non. Et la dernière capacité qu'on a vraiment vue et sur lequel ça nous a vraiment aidé au sein de Mediaperf, alors c'est un peu différent, c'est beaucoup moins centré sur le COMEX ou les dirigeants ou managers, c'est vraiment auprès de l'ensemble des collaborateurs, ça nous a vraiment permis finalement de venir traduire en fait notre stratégie et de la rendre finalement transparente auprès de tous. En fait, les OKR, finalement, ça présente sous forme d'un tableau, sous forme de colonne et sous forme finalement d'éléments hyper concrets via les key results, des objectifs et finalement des projets. Et donc concrètement, nous, ça nous a permis vraiment de venir faire comprendre et d'amener une pédagogie autour de la stratégie auprès de l'ensemble de la boîte. J'aime bien, je vais rebondir, Pierre, je te laisserai la parole après. Je vais rebondir sur ce que tu dis, la lisibilité de la stratégie. J'aime bien dire effectivement à des dirigeants ou à des membres du COMEX, finalement, quand vos OKR sont bien écrits, vous avez votre pitch, que ce soit à l'interne pour les collaborateurs lors des conventions, que ce soit en externe, invité dans des médias, même si on ne va pas détailler tous les key results, mais vous avez votre pitch. Cette lisibilité de la stratégie, ça rebondit sur une question que Valérie Leguet avait. Après, il y a d'autres questions, mais je les poserai après.
qui était, Simon, est-ce que vous avez mis les OKR en visibilité, en visibilité de toute l'entreprise? Et si oui, est-ce que en totalité ou est-ce que vous avez masqué certaines choses? Voilà, cette question de la transparence est importante. Ouais, alors nous au sein de Média Performance, les OKR globaux de Média Performance, eux, sont vraiment disponibles sur notre intranet et c'est quelque chose qu'on présente auprès de l'ensemble des collaborateurs en début d'année. Donc ça, c'est vraiment une transparence totale. Et ensuite, on a aussi nous décliné les OKR globaux en OKR de direction. Alors, ces OKR de direction sont travaillés par chaque directeur. Et sur ça, toutes les équipes n'ont pas accès en fait à ces OKR-là, mais chaque direction et chaque collaborateur de direction a accès au moins aux OKR de sa direction. Donc, on va dire il y a quand même une grande part de transparence et c'est l'objectif théoriquement généralement des OKR. Ouais. C'est l'objectif, même si tout le monde ne le fait pas. Donc, visibilité sur toute celle de l'entreprise et celle de son département. Après, libre aux autres départements de partager s'ils veulent. Donc, Simon, tu nous dis ownership, les principaux avantages, les principaux bénéfices, ownership, alignement des roadmaps projets, lisibilité de la stratégie. Pierre, même motif, même punition dans les super pouvoirs des OKR. Qu'est-ce que ça donne chez toi? Alors, nous, le premier bénéfice qu'on a tiré des OKR, c'est que ça a délié les langues en COMEX, en fait. C'est-à-dire que quand on a voulu définir les OKR 2025, finalement, on s'est aperçu que autant on était aligné sur le cap, sur la vision 2030, sur les objectifs stratégiques 2027, autant finalement on n'était pas aligné sur comment s'y prendre en 2025 pour aller vers ça. Et qu'est-ce qui était finalement prioritaire au niveau de l'entreprise, au niveau de chaque pôle. Et donc, vraiment, les OKR, on a eu 2-3 séquences en COMEX très riches, très authentiques sur comment chacun voyait les priorités. Puis finalement, ça nous a permis de clarifier la stratégie parce que quand on n'est pas très clair sur les priorités de l'année, ça veut dire qu'on n'est pas finalement aussi d'accord que ça sur l'ensemble. Donc, ça a vraiment eu un effet très bénéfique chez nous de transparence dans le COMEX. Puis, en fait, il n'y a pas de problème d'authenticité dans le COMEX, mais un outil pour délier les langues, en fait, pour aller chercher chacun sur ses convictions, sur qu'est-ce qu'il faut faire cette année, ce trimestre, pour aller dans le sens du projet entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, tu l'as dit, Simon, mais nous aussi, on a mis en place des KR transverses, donc des KR. Évidemment, on s'est retrouvé à dire, une fois qu'on a eu défini les KR, finalement, nous, on est organisé en 3 pôles opérationnels. On a un pôle tech, un pôle product et un pôle revenu. Dans le pôle revenu, il y a sales, marketing et service client. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait que la plupart des KR entreprises étaient transverses et concernaient plusieurs pôles. Et donc, ça a été vraiment un moment riche aussi d'échanges pour savoir quelle était la responsabilité de chaque pôle sur l'atteinte du KR. Et on s'est aperçu à cette occasion-là que parfois les responsabilités étaient à 2 endroits. Et donc, comme je dis souvent, 2 responsables, 2 irresponsables. Et donc, on perdait du temps à ce que les gens se synchronisent, et donc, ça a permis d'aménager l'organisation pour que la responsabilité de chaque sujet soit claire et à un seul endroit. Je dirais que on a fait ce que tu as dit aussi, Simon, des renoncements. C'est-à-dire que dans la priorisation, choisir c'est renoncer. Et on ne le faisait pas bien, en fait. On ne le faisait pas bien parce que sans les OKR, on avait une tendance tous, autant qu'on est, à vouloir bien faire et à rajouter des plans d'action à des plans d'action sans forcément aller dans la logique de création de valeur. On est rentré grâce aux OKR dans la matrice effort-valeur. Sur chaque sujet, se demander quel est l'effort, quelle est la valeur. Et donc, ça nous a… Voilà, on est rentré dans cette culture du résultat, finalement, grâce aux OKR. Et pour répondre à la question de la transparence, nous, les OKR sont donc à 2 niveaux, KR entreprise, KR pôle. On a la même logique que Simon, c'est-à-dire les KR entreprises sont visibles de tous et on fait les bilans de chaque semestre et les projections du semestre à venir sur la base des OKR. Donc, on fait très simple, on prend les OKR de l'entreprise, on met des petits smileys vert, orange ou rouge en fonction de ce qui s'est passé dans le semestre. Donc, c'est vraiment un exercice transparent. Et on a Mooncamp, on a un outil dans lequel
il y a tous les OKR et ils sont accessibles, donc entreprise et pôle, et ils sont accessibles par l'ensemble des collaborateurs en lecture seule. Et les KR Owners, évidemment, eux, ont les droits d'écriture sur le Ouais. KR. Voilà. Génial, merci pour… Oui, vas-y. Oui, dans ce qui t'a demandé, ce qui est compliqué ou ce qui a moins marché. Nous, ce qui reste à établir, il y a différentes choses, mais on a changé d'optique et on n'est pas encore complètement calé sur où est-ce qu'on met les OKR. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui consiste à dire on met les OKR uniquement sur les sujets sur lesquels, qui sont nouveaux et stratégiques, ou les sujets qui ne sont pas nouveaux, mais sur lesquels on sait qu'on doit franchir 2-3 marches d'escalier dans l'année, parce qu'ils sont vraiment importants. Donc, on se limite à ça. Et ça, c'était un peu ma vision des OKR. Et puis, dans les discussions avec les patrons de pôle, eux, ils aiment se servir des OKR comme un outil de pilotage, donc sur le business as usual. Et ça, c'est une hésitation qu'on a. En 2025, on a fait comme ça et on se retrouve finalement, je crois, avec une quarantaine d'OKR au niveau de l'entreprise. Alors, quarantaine d'OKR, sachant que parfois un OKR, il est sur 3 trimestres, donc c'est un KR qui a une temporalité sur 3 trimestres. Mais on se retrouve à 80-90 OKR sur la globalité. C'est sûrement trop. Donc, est-ce qu'il faut ou pas se servir des OKR comme d'un outil de pilotage du business as usual? Ça reste une question sur laquelle Raphaël travaille encore avec nous. On y travaille. Théoriquement, la théorie dit que non, dans certaines entreprises, ça fonctionne, mais effectivement, il faut se poser la question. Et merci d'avoir partagé cette question et cette complexité avec nous. J'ai des questions du public qui sont dans la droite ligne de ce qu'on est en train de se dire, donc je vais vous les poser maintenant et c'est parfait. Il y a Delphine Hermitant d'Air France qui nous dit priorité, ça veut vraiment dire choisir ses combats, faire des choix, donc arrêter de faire des choses. Et c'est une question qu'elle pose, ou plus recentrée vers le COMEX, vers les grosses priorités. Ce que je crois comprendre de la question, c'est est-ce que grâce aux OKR, en tant que COMEX, vous avez réussi à vous dire il y a des sujets, on assume, on ne les fera pas cette année ou pas et voilà, je vous pose à tous les deux la question. Est-ce que vous avez su dire Alors, OK, on assume qu'il y a des sujets qu'on ne fera pas? Nous, c'est clairement ça. Hein. On a vraiment renoncé grâce aux OKR. On a mis parce qu'en fait, on s'est aperçu, les OKR nous ont vraiment mis en évidence le fait qu'on voulait trop faire de choses en même temps. On voulait trop tout pousser en même temps. Et finalement, à tout pousser, on ne pousse pas grand-chose. Et donc, on a fait des vrais renoncements. Mais quand je disais que les langues se sont déliées, c'est dans ces moments-là où on s'est dit, OK, c'est ça nos priorités. Donc, il faut qu'on renonce à ça, ça et ça. Et là, c'est chaud parce que si c'est le projet d'un pôle auquel il tient et qui voulait déployer et qui ne correspond pas aux priorités de l'entreprise, il faut le déprioriser et renoncer. Mais je suis d'accord avec toi, Pierre. Et au-delà de ça, en fait, moi, je dirais c'est surtout, en fait, ça vient formaliser la dépriorisation et ça vient formaliser l'arrêt aussi du projet qui est décidé, plutôt qu'on peut avoir vite des situations où, justement, sans les OKR, on va venir arrêter de parler du sujet ou voilà. Donc, c'est des choses, des fois, qui n'avancent de toute manière pas, mais qui ne seront juste pas formalisées sur le fait qu'on les a réellement arrêtées. Donc, il y a ça aussi, en fait, ça. C'est oui, on renonce, mais en fait, même sans les OKR, je pense qu'il y a quand même des renoncements, mais finalement, en fait, ça vient formaliser un renoncement et donc simplifier aussi les moyens qui peuvent être mis sur les autres projets. Ouais. Et puis Delphine ça pousse. rebondit. Ouais, vas-y, pardon, vas-y. Non, je dis ça pousse la discussion parce que quand on a défini ses priorités et ses OKR et que après, il faut les implémenter en objectifs individuels, c'est-à-dire en chantier des objectifs individuels qui vont permettre d'atteindre les KR du pôle et de l'entreprise. Ça ne tient pas, c'est-à-dire qu'il faut des renoncements, quoi. Et les KR, c'est une bonne façon de dire attends, ce n'est pas ce qu'on a défini en termes de priorité de KR. Donc non, en fait. Et en fait, la démarche se fait un peu toute seule ensuite. Quand tout le monde est aligné dans le COMEX sur le pilotage par les OKR, les renoncements se gèrent dans les pôles et avec le management intermédiaire. Ça demande, c'est ce que je préviens à toutes les entreprises que j'accompagne dans le déploiement des OKR, je leur dis attention, ça demande du courage managériel parce que justement, toutes les incohérences, aux yeux, bon, je ne sais pas si c'est prioritaire, mais ça va passer. Là, avec des OKR bien écrits, bien pensés, ça fait ressortir très vite les incohérences. Donc, ça demande aux managers et aux top managers d'arbitrer
plus rapidement. Donc, ça demande du courage managérial. On sait que c'est très simple pour l'entreprise, mais quand on arrive en nous disant en tant que manager, j'ai ça et ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça oblige les managers à trancher. Delphine Hermitant de demander au bout de combien de temps finalement cette capacité à prioriser arrive. Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que vous l'avez ressenti immédiatement? Ça a pris un peu de temps? Simon, tu veux y aller ou... Oui, je peux y aller. Concrètement, nous c'est arrivé finalement dès les premiers travaux et dès les premiers OKR qu'on a dû structurer, parce que de toute façon, à partir du moment où on commence à construire les colonnes d'OKR par rapport aux objectifs et aux key results, on vient arbitrer des key results qu'on va intégrer et d'autres pas. Donc de toute manière, en fait, chez nous, c'est vraiment quelque chose qui a fait foi dès le début, hein. Ouais, un peu, la même chose que je tempère un peu parce que année après année, en saison 2, nous, pour les OKR, on a plus priorisé et renoncé qu'en saison 1. En 2024, voilà, on a fait le constat qu'on n'a pas atteint certains KR, qu'on a certains projets qui sont déployés alors qu'ils n'étaient pas dans les KR. Alors après, quand on a des rétros trimestriels, on peut faire bouger les KR dans l'année, bien sûr. Mais je dirais que l'exercice des OKR, le pilotage par les OKR, nous oblige à rentrer dans cette logique de renoncement et de priorisation. J'ai une question pour toi, Pierre. On va garder. C'est Valérie Leger qui nous demandait ça tout à l'heure. À quel niveau étaient les sponsors? Comment avez-vous embarqué le middle management chez Ilianco? Alors, j'imagine Simon sera intéressant aussi, mais effectivement, Alors, voilà. donc, moi, ça fait partie des enseignements aussi que j'ai retirés des 2 premières saisons, là. Enfin, le premier point, c'est que c'est un sujet de CODIR COMEX. C'est-à-dire si le COMEX n'empare pas du sujet, ça ne fait rien. Le deuxième point, c'est que le coach OKR, il faut qu'il soit rattaché à un membre du COMEX. Donc, chez nous, c'est le Chief of Staff. Et ensuite, on a, nous, des KR runners qui sont au niveau du COMEX et au niveau du management intermédiaire. Rarement au niveau des collaborateurs, et c'est certainement un point de progrès. Donc, on a pour chaque priorité un sponsor COMEX, et une priorité embarque 2 ou 3 KR. On a cette priorité, comme je le disais tout à l'heure. Le sponsor COMEX, il peut aussi être KR runner d'un des KR des priorités, si c'est clair. Je ne peux pas dire en tant qu'expert OKR, je suis désolé Pierre, je ne peux pas dire autre chose que cette priorité, c'est encore un tout petit peu trop, mais on y travaille, on y travaille. On vise à progresser. Merci à toi. Quel conseil donnerez-vous, je vais te laisser la parole Simon le premier, c'est pour des dirigeants qui nous écoutent, là, qui se posent la question, est-ce que c'est fait pour nous ou pas? Vous donnerez quoi comme conseil à des dirigeants qui veulent se lancer? Justement, là, un conseil, moi, qui me vient directement après ce que Pierre et toi, vous venez d'échanger, c'est finalement le premier conseil, c'est que pour moi, le dirigeant, et nous, c'est ce qui s'est passé chez Média Performance, ça doit être vraiment, on va dire, le moteur ou dans tous les cas, le meilleur sponsor des OKR au sein de l'entreprise. Parce que forcément, comme on l'a dit, les OKR, ça demande des arbitrages, des priorisations et des dépriorisations. Et donc, il y a un moment, il faut trancher. Et donc, de toute façon, le meilleur des sponsors, ça peut être les dirigeants et les membres du COMEX. Après, en termes d'animation, donc suite un peu au lancement des OKR, dans les mois qui viennent, c'est vraiment, pour moi, un des conseils principaux, c'est de trouver des rituels assez réguliers pour venir animer en fait les OKR. Parce que c'est vraiment en fait via cette ritualisation de discussion autour justement des OKR, finalement que on parlait des fameux capacités KR, etc. En fait, c'est vraiment là où ils viennent émerger et c'est vraiment là où les OKR viennent aider finalement un peu tout le suivi stratégique que peut avoir une boîte. Donc concrètement, c'est ça. Et après, pour revenir sur ce que disait Pierre, en effet, il y a aussi forcément le fait d'être accompagné, donc aussi bien accompagné dans la préparation, parce que finalement, on a l'impression que les OKR, c'est quelque chose de facile. On parle d'objectifs, on parle de KPI. Bon, on se dit qu'on va réussir à trouver assez facilement la démarche, alors qu'au final, on se rend vite compte, en tout cas quand on fait pas correctement les choses,
que finalement, les key results, c'est des choses essentielles et que finalement, si ce n'est pas quantitatif, ça peut devenir très difficile de suivre la démarche. Et donc, in fine, les bénéfices de la démarche peuvent très vite être oubliés, en tout cas. Donc, c'est vraiment moi, les conseils qui viendraient dès le départ à l'idée. Et je rebondis, Pierre, tu parlais de Chief of Staff. Donc, moi, c'est clairement mon rôle au sein de Mediapers. Et en effet, comme tu l'as dit, c'est quand même une démarche qui demande pas mal de temps. Ça demande quand même pas mal de bandes passantes. Et concrètement, moi, dans le rôle que j'ai en tant que Chief of Staff, c'est en fait, c'est de devenir animé en interne les OKR. Donc, ça peut être tout ce qui va être le pilotage du reporting. J'ai vu une question qui est passée. Nous, on fait un reporting depuis cette année sur Excel. On était sur un autre outil avant chez Microsoft. Viva Goals, qui a disparu, on peut le nommer. Voilà, c'est ça. Mais un Excel bien normé peut déjà très faire correctement le travail. Donc, ouais, j'ai tout ce qui est rôle d'animation, accompagner aussi le COMEX sur l'optimisation de certains KR, on en parlait. Ça peut être aussi autour de l'animation, donc venir identifier des KR en amont, par exemple, de COMEX, pour dire ce KR-là, c'est un succès, va l'évoquer en COMEX, ou VS, ce KR-là, je vois qu'il n'avance pas. Pourquoi? Qu'on n'hésite pas aussi à venir évoquer. Donc voilà, c'est quand même, par contre, oui, une démarche qui demande du temps. Donc forcément, faut venir donner ce rôle-là à quelqu'un d'entreprise. Et je pense en effet à quelqu'un qui est proche du sponsor de cette démarche. Et Pierre pourra témoigner, mais c'est vrai que nous, on croise beaucoup d'entreprises qui confient le pilotage de la démarche OKR au directeur de cabinet, au Chief of Staff. Et Pierre, je sais que toi, je sais que tu hésitais à recruter une Chief of Staff ou t'y pensais. Et c'est vrai que la démarche OKR, il me semble, a accéléré un peu ce processus-là, si je me trompe pas. Absolument, parce que le premier coach OKR, c'était moi. Donc, autant vous dire que ce n'était pas simple. Moi, les 3-4 conseils que… Comment ? C'est pas censé être ton rôle en tant que dirigeant. Non, mais j'étais bien accompagné par la personne en bleu. Là. Donc, moi, les 3-4 conseils que je donnerais, je l'ai déjà dit, mais en faire un sujet de CODIR COMEX, c'est-à-dire que chaque membre du COMEX CODIR doit parler couramment OKR. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas répondre aux questions de ses managers ou de ses collaborateurs, ça ne va pas marcher. De la même façon, je dis aujourd'hui sur l'IA, je pense que chaque membre de COMEX ou CODIR doit parler couramment IA. La deuxième point, c'est l'importance du coach OKR. C'est-à-dire que soit vous avez un coach OKR qui est expérimenté, qui a déjà déployé et très bien, soit ce n'est pas le cas, il faut le faire accompagner par une société comme Talentco, c'est-à-dire des experts qui peuvent vous aider à mettre en place la méthode de la bonne façon pour votre entreprise, pas by the book. Et moi, j'ai bien aimé ce que Raphaël disait au début de nos contacts. Il disait, on ne va pas mettre la méthode by the book, on va la mettre en place pour Ilienco. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, accepter que tout ne va pas se mettre en place nickel en première année, en saison 1. Il y a des bénéfices tout de suite. Moi, je les ai vraiment sentis. Mais je pense qu'il faut 2-3 ans pour que ça roule et que ça devienne un outil de pilotage qui est descendu jusqu'aux collaborateurs. Nous, on en est au stade où, je l'ai dit tout à l'heure, mais en saison 3, l'objectif, ça sera que les objectifs individuels des collaborateurs, ils soient vraiment, ils descendent des OKR. Et pas tous, parce qu'il y a aussi du business as usual, etc. Mais pour que la méthode, là aujourd'hui, nous, la méthode, on peut dire qu'elle est bien appropriée par le COMEX, par les managers intermédiaires, par les KR owners, évidemment, mais elle n'est pas assez appropriée par les collaborateurs. Merci pour ça. En fait, c'est intéressant. Donc, Simon a insisté beaucoup sur le rituel. Et oui, c'est super important. On pense que les rituels vont s'implémenter assez naturellement et tout seuls dans les entreprises avec les OKR parce que les rituels sont en fait du bon sens. Mais non, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je retiens ce que tu disais, Simon. Oui, il faut être là et présent en permanence pour implémenter les rituels. Ce que toi, tu disais, Pierre, c'est finalement qu'il faut adapter la méthode à l'entreprise. Et ça me fait une transition parfaite pour la dernière question. Et puis après, on prendra 1 ou 2 questions encore du public. Donc, c'est vraiment les derniers moments pour poser vos questions. Allez-y, s'il vous plaît.
Finalement, comment vous avez adapté la méthode à la marche? Qu'est-ce que vous avez changé sans la dévoyer totalement pour adapter la culture d'entreprise? Alors, vas-y si tu veux. OK. Nous, ce qu'on a adapté, et c'était pas forcément une très bonne idée, c'est de mettre des OKR sur le pilotage du business as usual. Parce que finalement, c'est le revers de la médaille que des managers qui ont apprécié les OKR en saison 1 et en saison 2, ils nous ont dit, mais moi, je veux piloter mon équipe avec les OKR. Donc finalement, on se retrouve avec trop d'OKR au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est pas un bon conseil à C'est donner, pas bonne en idée. fait. Et ce qu'on a, je dirais principalement, c'est ce qu'on a fait pour adapter la méthode. Je ne sais pas si peut-être toi, Raphaël, qui nous a accompagnés, parce que en fait, comme je ne connais pas la méthode comme toi, by the book, je sais ce qu'on a mis en place chez nous avec toi, mais je ne sais pas en quoi ça s'est adapté Ouais, bah, se pose cette question-là que tu as spoté, business as usual ou enjeu de transformation. Il y a une manière intéressante vous faites, comme tu disais, vous avez finalement 7 objectifs au niveau entreprise, ce qui fait beaucoup, mais du coup, chaque pôle, chaque département, dans ces 7, ont identifié 2, 3 ou 4 objectifs grand maximum, ce qui sont leurs terrains de jeu. Et donc, ce qui fait que finalement, quand tu regardes bêtement by the book, tu te dis c'est pas exactement ce qu'il faut, mais chaque équipe est très claire et chaque équipe Oui. joue sur 2 à 4 objectifs et c'est en ça qu'il y a une adaptation qui est somme toute assez saine pour chaque pôle. Oui, et on a une spécificité, c'est qu'on a 3 projets qu'on gère en parallèle, un projet métier, un projet humain, un projet RSE. Et on a 4 KR sur le projet métier, 2 sur le projet humain et 1 sur le projet RSE. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a cette priorité, je veux dire, sur les 3 enjeux. Simon, de ton côté, toi, ce que vous avez délibérément ajusté, twisté, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, nous c'est pour revenir là sur un peu l'aspect de ritualisation. Concrètement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a pas mal de recommandations quand on lit pas mal de docs autour des OKR où ils vont nous parler de rituels hyper précis, sur des timings très précis, etc. Bon, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas rajouter non plus 3-4 points par mois à des membres de Comex déjà, on va dire, qui ont déjà des agendas bien fournis. Donc, on s'est dit, finalement, au sein de Mediaperf, comment on peut réussir à intégrer cette forme de ritualisation dans les instances qu'on a déjà de base. Donc concrètement, au COMEX, on vient finalement avoir une instance, on a une instance hebdomadaire, donc on vient évoquer 1 ou 2 KR en actu, donc succès ou difficulté. Donc ça vient voilà, juste remettre un peu en tête une petite actu OKR. On a aussi, nous, une fois tous les 2 mois, une réunion avec l'ensemble des collaborateurs où notamment à chaque début de semestre et à chaque fin de semestre, on va venir présenter les nouveaux OKR et également présenter les résultats des OKR précédents. Donc pareil, là, ça vient aussi dynamiser un peu cette démarche auprès de l'ensemble de la boîte. Et on utilise aussi maintenant, nous, pas mal les OKR. On sert des OKR dans notre comité stratégique, qui est finalement un peu notre feuille de route stratégique qui, elle, est un peu plus long terme. Mais ça nous permet en fait de redescendre un peu justement de manière annuelle. Et on l'a vraiment maintenant implémenté comme un argument et un pilier en fait dans ce qu'on peut présenter nous auprès de notre président. Donc voilà un peu comment on a adapté, on va dire, cette forme de ritualisation et d'animation. Ok, Je veux bien génial. bondir là-dessus. Vas-y. On a fait la même chose en fait. On a planifié, on a un COMEX tous les 15 jours, mais on a planifié les KR par semestre, en les revues. Allez, le fait de parler des KR, de certains KR en COMEX, donc on l'a intégré aussi dans les réunions existantes. Je pense que c'est un bon conseil à donner. Et on a 3 rétros par an. On n'en a pas 4. Si on faisait tous les trimestres, ce serait 4, on en a 3. Top. Il nous reste 1 minute. Je vais répondre à la question de Ludovic qui, de toute façon, vous y avez déjà plus ou moins répondu. Quelle formalisation vous avez utilisée chez Ilienco? C'est Mooncamp, l'outil Mooncamp, qui est qui est assez bien fait. Et chez Media Performance, c'était Viva Goals et maintenant c'est Oui, un fichier Excel c'est partagé. ça.
Et vraiment, en une seconde chacun, un mot si vous avez. La question de Nathalie. Je pense que vous y avez déjà un peu répondu, mais quand même, la question est quel est chez vous le plus grand bénéfice de la démarche non recherchée initialement? Peut-être en Bonne un mot, question. est-ce qu'il y a, voilà, s'il y a, et sinon vous répondrez à Nathalie après dans le chat ou autre, mais Moi, délier les langues, c'est-à-dire déliez les. provoquer des discussions qui n'auraient pas eu lieu sans les OKR sur la priorisation et les renoncements. Et nous, c'est vraiment structurer un nouveau COMEX et de permettre vraiment une collaboration beaucoup plus dynamique. Du vrai team building, quoi, au sens noble du terme. Génial. Merci beaucoup. Un grand merci Simon, un grand merci Pierre pour ces témoignages. Il faut qu'on passe le relais pile à l'heure. Il est 15h15, c'est parfait. Vous avez les sessions suivantes, 2 sessions en parallèle, donc à vous de choisir. Soit vous allez du côté de la Belgique avec Sibelga et Alban de Bergec, soit vous allez du côté de l'Espagne avec Glovo et Sébastien Payon. Je vous laisse choisir dans le programme. Merci encore Simon, merci Pierre, merci à tous. Au revoir tout le monde, merci. Merci, au revoir.